Nulle œuvre n'est éternelle, nul royaume n'est pour la vie. Ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on pense connu de tous, disparaîtra dans un battement de cils fugace. Nul royaume n'est éternel. En arrivant à Turin, plus que la vue sur les Alpes, la couleur chatoyante des bâtiments, une chose frappe le voyageur. Les dimensions grandioses de la cité. Torino n'est pas la plus grande ville d'Italie. Ce n'est pas non plus son centre. C'est une ville du nord, dans un coin du Pô, coincée entre les Alpes et la plaine padane. Elle n'est que la capitale de la province du Piémont. Pourtant, quelque chose semble clocher aux yeux du visiteur un tant soit peu vigilant. Turin est une ville monumentale, une cité aux avenues rectilignes taillée pour être capitale. Turin est une capitale sans royaume. Torino est une ville où les rues se croisent en damier. Elle ne possède pas de centre historique médiéval. Les rues sont larges, bordées de bâtiments imposants du XIXe siècle. On remarque tout de suite les kilomètres d'arcades qui bordent ces boulevards, et qui ont même l'élégance d'aller jusqu'à recouvrir chaque carrefour, permettant aux passants de se protéger intégralement des intempéries et du soleil. Turin est aussi truffé de bâtiments aux dimensions majestueuses, de la gare de Porta Nova au Palazzo Madama, en passant par le gigantesque Mole Antoniella. Et bien sûr, le palais royal. Un mystère se dessine alors. Turin ne peut pas n'avoir été qu'une capitale régionale. Elle a forcément été autre chose dans le passé. Et c'est une vérité. Qui dit palais royal, dit forcément royaume. Et au vu des palais qu'on trouve ici, il ne s'agissait sûrement pas d'un petit royaume insignifiant. Turin a effectivement été capitale. La capitale des États de Savoie, pendant plus de 300 ans. La plupart des gens ne pensent pas à la Savoie quand ils imaginent un grand État. Et pourtant, les ducs de Savoie ont régné sur un vaste territoire dont les frontières ont longtemps changé entre sa fondation aux alentours de l'an 1000 et sa destruction en 1861. Durant ces presque 1000 ans d'existence, les États de Savoie ont eu deux capitales. D'abord Chambéry, aujourd'hui petite ville française des Alpes, puis à partir de 1563, Turin, alors seulement petit village sans importance du Piémont. Les comtes et ducs de Savoie, qui vont se succéder sur le trône, vont faire de Turin une capitale à leur image et à leur hauteur, ce qui explique la morphologie urbaine actuelle de la ville. Turin est une ville jeune, dont l'aménagement remonte au XVIIe et XVIIIe siècle, puis s'est achevé tardivement au cours du XIXe. L'histoire des États de Savoie est longue et complexe. C'est un État aux frontières mouvantes, et composé d'une multitude de peuples différents. Un État composite et sans lien fort les unifiant ensemble. Bien que la culture alpine et l'attachement aux traditions des vallées du royaume constituent le réel lien unissant les peuples. Malgré cela, c'est bien Turin qui va longtemps jouer le rôle de place forte permettant de centraliser ce système. Historiquement, le duché de Savoie est composé du Piémont italien actuel, du Val d'Aoste et de la Savoie, région concordant avec les actuels départements français de Savoie et de Haute-Savoie. On y parle une multitude de dialectes, allant du français à l'italien, en passant par le piémontais, le franco-provençal et le ligure. Les États de Savoie, bien que centrés autour d'une capitale et d'une famille ducale, possèdent un système où les régions jouissent d'une large autonomie. Les jeux d'alliance, entre les puissances ayant été très importants à cette époque, c'est un État qui va souvent changer de nom et de statut, mais dont l'appétit de grandeur ne sera jamais assouvi parfaitement. En 1718, les États de Savoie absorbent l'île de Sardaigne et deviennent le royaume de Savoie-Sardaigne. Durant l'extension maximale de son territoire, il inclut en plus de la Sardaigne, la Ligurie et le comté de Nice, dans un vaste territoire disparate entre Alpes et Méditerranée. C'est à cette époque que Turin devint majestueuse. On y construit de multiples résidences royales au sein de la ville, le Palazzo Madama, le Palazzo Carignano et le Palais Royal sur la Piazza Castello. Mais aussi en dehors, comme le château de Rivoli, à la manière de Versailles.
On magnifie la ville en la dotant de longues artères rectilignes, comme la Via 20 Dicembre, la Via Po ou le Corso Emanuele II. On construit des bâtiments publics immenses, comme l'église Gran Madre di Dio, la gare Porta Nuova ou le Mole Antonelliana, encore aujourd'hui le plus haut bâtiment de Torino. Au XIXe siècle, Turin atteint son apogée. La ville devient un pôle intellectuel et culturel incontournable, non seulement au sein du royaume de Savoie-Sardaigne, mais aussi dans toute la péninsule italienne. Au même titre que Paris ou Vienne, on se retrouve dans les distingués cafés du centre de Turin pour parler politique et culture. C'est dans ces cafés de Turin que va se fomenter, avec l'aide de personnages illustres comme Mazzini, Garibaldi ou Cavour, l'unification de la péninsule italienne. C'est le Risorgimento. En 1861, c'est la fin des États de Savoie. Le royaume de Savoie-Sardaigne fusionne enfin avec l'ensemble des petits États italiens de la péninsule. Mais la maison de Savoie a gagné en vérité. Le roi Victor Emmanuel II cède la Savoie et le comté de Nice à la France, et en échange, annexe le reste de l'Italie. Il devient le premier souverain du nouveau royaume d'Italie. L'État italien unifié est né, et la maison de Savoie règne sur celui-ci. Malgré cette apparente victoire, la maison de Savoie y a laissé son âme au passage. Ni la Savoie ni le comté de Nice n'ont vraiment eu leur mot à dire dans l'histoire, et peu se sont véritablement réjouis de ce brutal rattachement à la France, et de l'acculturation qui l'accompagnera, à tel point qu'encore aujourd'hui, malgré une apparente sérénité, ces deux régions de France cultivent toujours une certaine méfiance du pouvoir central parisien, en aparté. Mais la grande histoire n'attend pas la petite, même si la petite atteint toujours la grande. Entre 1861 et 1865, Turin sera de facto la capitale de l'Italie, ce qui fera d'elle une ville encore plus incontournable à l'échelle nationale. Mais l'Italie n'est pas la Savoie-Sardaigne, et le nouveau gouvernement italien ne souhaite pas que Turin reste capitale. Elle était certes au centre de son royaume, mais elle apparaît excentrée à l'échelle de l'Italie. Il faut une ville forte, historique, centrale et symbolique pour le nouvel État. Rome était tout indiquée pour tenir ce rôle, pas Turin. En 1865, la capitale est décalée à Florence, puis finalement à Rome. Jusqu'en 1946, Turin reste la résidence royale principale du roi d'Italie, jusqu'à l'abdication du dernier roi après référendum, après la Seconde Guerre mondiale. La République italienne est déclarée, et Turin perd définitivement son statut, et n'est plus qu'une capitale régionale comme une autre. En fait, pas vraiment. Au tournant du XXe siècle, Torino devient l'un des principaux pôles économiques du pays, dépasse le million d'habitants, en plus de devenir un centre universitaire très puissant. Elle voit naître des courants cinématographiques et de nombreuses marques italiennes qui font la renommée du pays proviennent de Turin. Les cafetières Lavazza, les voitures Fiat, la marque de sport Kappa. C'est à Turin qu'est née la RAI, la radio-télévision publique italienne, et l'on y trouve encore un important musée dédié. De nos jours, c'est une ville à la symbolique particulière en Italie. Ses larges avenues sillonnées de vieux tramways et ses immeubles bourgeois monumentaux témoignent de son passé brillant et de son statut de capitale déçue et déchue d'un royaume qui n'existe plus. Néanmoins, Turin n'est pas morte. Elle s'est transformée, s'est modernisée, a été le témoin privilégié de l'histoire italienne et des luttes qui l'ont abîmée, animée, plus que n'importe quelle autre ville. C'est incroyable que des royaumes aussi puissants que la Savoie-Sardaigne puissent disparaître et être oubliés de tous, avec comme dernier témoin une capitale magnifiée, mais comme figée dans son glorieux passé. Mais la maison de Savoie existe toujours, même si ses descendants sont retournés dans l'anonymat, une discrète aristocratie qui ne fait aujourd'hui plus parler d'elle, au même titre que Turin. Torino cultive encore au sein d'une Italie tourmentée et disparate, une certaine identité différenciée. En son cœur, elle se sait toujours capitale. C'est juste le monde qui a choisi de l'ignorer, mais sa véritable identité est inscrite dans sa géographie.